Alors, notre invitée du jour, Claire Sévrac. Bonsoir Claire. Donc, vous êtes l'auteur notamment de La coupe est pleine avec Sylvie Simon et vous avez également écrit Le complot mondial contre la santé. Alors là, nous avons évoqué le traité transatlantique et notamment les normes sanitaires qui vont normalement faire découler une espèce d'harmonisation entre les États-Unis et l'Europe. Mais avant ce traité, est-ce que l'on peut considérer que l'Europe est un peu en sécurité vis-à-vis de toutes ces normes sanitaires ? Non, pas particulièrement. C'est un peu plus dilué qu'aux États-Unis parce que, par exemple, on peut ne pas être d'accord pour importer une substance. Par exemple, on a refusé d'importer l'hormone, les bœufs aux hormones, le bœuf aux hormones, et on paye une amende dans ces cas-là. D'ailleurs, l'amende est lourde. On paye 116 millions de dollars par an. Donc c'est une incitation à consommer du bœuf aux hormones quelque voilà. part. Mais on est quand même régi par le Codex Alimentarius, qui est l'organisme qui décide de tout ce qui va être mis dans votre bouche, que ce soit des médicaments ou que ce soit de la nourriture. Donc la marge de manœuvre n'est pas très grande. L'hypocrisie est grande parce que, par exemple, on n'a pas le droit de cultiver des OGM en France, mais on a le droit d'en importer, ce qui veut dire que tous les élevages industriels nourrissent leurs animaux aux OGM et que les gens mangent des OGM. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, les Français qui mangent de la viande élevée en France peuvent très bien ingurgiter des OGM. Alors par contre, ce qui va être encore plus grave avec le traité transatlantique, c'est que là, ça va se faire ouvertement, dans la mesure où il y a une clause dans ce traité qui dit que si une multinationale considère qu'un gouvernement, par exemple, qui empêche, je ne sais pas, une substance d'être vendue en France, la multinationale peut attaquer le gouvernement pour le manque à gagner. Donc ça, c'est l'horreur totale, parce que dès qu'on va interdire une substance, les cartels étrangers vont attaquer le gouvernement français et on va être obligé de payer des trucs parce que le manque à gagner, ça se chiffre comme on veut. Et pour procéder à une interdiction, alors qu'il y a des études qui sont faites auparavant pour déterminer si telle substance est dangereuse, telle substance ne l'est pas ? Absolument pas. Enfin, il y a quelques études, mais les études sont truquées dans la mesure où les instances de santé n'ont pour faire les études que les données des cartels, que les données de l'industriel. Donc il est bien évident que l'industriel, il ne va pas arriver à la FDA ou anciennement AFSAPS ou à l'EMEA en Europe et dire voilà, j'ai un produit qui est pourri, est-ce que je pourrais avoir l'autorisation? Bien évidemment. Et vous considérez donc, Claire Sévrac, que nous ne sommes pas protégés? Par exemple, on est quand même protégé de la décontamination chimique des viandes ou des antibiotiques non thérapeutiques. On est protégé de la décontamination chimique des viandes ou des antibiotiques non thérapeutiques dans l'alimentation animale. On en est actuellement protégé. Alors déjà, les 3/4 des aliments qui sont conservés un petit peu en France, c'est-à-dire qui mettent 3-4 jours à arriver sur les étals, etc., subissent, ils appellent ça l'ionisation. En fait, les aliments sont irradiés pour être conservés. Donc, je ne sais pas où on est protégé, là, mais non. Et les antibiotiques, il y en a dans tous les élevages industriels. Toute la viande industrielle, les bêtes, que ce soit les poulets, que ce soit les vaches, sont tous soumis à des antibiotiques pour la bonne raison que les conditions sanitaires sont épouvantables et que s'ils veulent que les poulets ou les bêtes soient à peu près conservées jusqu'au moment où elles vont avoir 40 jours ou 50 jours et où ils vont pouvoir les tuer pour les mettre dans les commerces, ils sont obligés de leur donner et des vaccins et des antibiotiques et des tranquillisants. Parce que ces bêtes sont dans des espaces complètement restreints, elles se marchent dessus, on leur coupe le bec pour pas qu'elles se fassent du mal entre elles, tellement c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on fait aux animaux en France. En ce qui concerne les antibiotiques, là, vous venez de parler des antibiotiques et de l'administration presque systématique aux animaux, c'est-à-dire qu'on traite aux antibiotiques des animaux qui sont sains. De manière préventive on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il faudrait être dans chaque élevage tous les jours. Quelquefois, ça doit être de façon préventive, et quelquefois, ça doit être parce qu'il y a un début d'épidémie ou une crainte d'épidémie. Alors après, c'est pour ça que c'est vraiment un système hypocrite, parce que après, on nous dit les antibiotiques, c'est pas automatique. N'en prenez pas à tout bout de champ parce que c'est pas nécessaire. Après, vous allez devenir résistant. Évidemment qu'on devient résistant aux antibiotiques.
Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui fait ses courses et qui achète des produits industriels, il a mangé des hormones, il a mangé des antibiotiques, il a mangé des tranquillisants, il a mangé les résidus des vaccins, des résidus de pétrole aussi, quand ce sont des plats fabriqués, etc. Plus tous les additifs alimentaires où il y a vraiment n'importe quoi, sauf de la nourriture qui nourrit son corps. Donc vous êtes d'accord avec l'OMS, c'est quand même une bonne information qu'il fallait venir sur TV Liberté pour nous le dire, parce que l'OMS a mis en garde les nations sur la résistance aux antibiotiques. C'est vrai qu'aujourd'hui on se dit que les infections qui sont banales ou petites infections pourront devenir mortelles puisqu'on résiste aux agents antimicrobiens. Donc enfin l'OMS vous donne raison, formidable. Non mais vous plaisantez là. Je ne plaisante pas, c'est ce que je Vous faites écoute. monsieur loyal. Non mais l'OMS, le rôle de l'OMS, vous avez lu la charte de l'OMS ? L'OMS a été mise en place pour protéger les citoyens du monde et leur donner que tous aient accès à la santé. Donc l'OMS sait très bien que quand elle laisse passer des tas de produits qui sont remplis de substances nocives, les gens vont être malades. Alors c'est bien après de dire aux gens, oui mais attention, si vous abusez, vous allez être résistant aux antibiotiques. Comme ils ont fait un rapport il n'y a pas très longtemps en disant qu'il y avait 15% d'enfants diabétiques aux États-Unis et que c'était épouvantable, ça allait être le mal du siècle et que donc il fallait prendre des mesures terribles pour essayer d'endiguer ça parce qu'il y aurait 30 ou 40% d'enfants qui seraient diabétiques en 2050. Et puis après, on s'aperçoit que Vincent Payon fait un contrat cadre avec le CEDUS, qui est l'industrie du sucre, pour aller enseigner aux enfants dans les collèges et dans les écoles maternelles comment se nourrir, leur donner des cours de diététique. Donc, peut-être. De diététique, ouais. Donc voilà, est-ce qu'on donne son poulailler à garder au renard? Je ne suis pas sûre. Alors, il s'ouvre une ère post-antibiotique. Cette ère-là, vous la voyez comment? Comme un espoir de se débarrasser de ça ou comme un constat très alarmant parce qu'on a besoin des antibiotiques même si ce n'est pas automatique? C'est alarmant parce que les antibiotiques ont servi à des choses qui étaient très intéressantes. Mais effectivement, comme on sera tous résistants aux antibiotiques, mais je fais confiance aux apprentis sorciers, ils vont bien trouver le truc qui va remplacer l'antibiotique. Alors justement, on change pas de sujet, mais on reste sur une analyse qu'a fait le magazine Que choisir, relative aux nouveaux étudiants en médecine. Et l'étude qui a été révélée montre que les étudiants et les futurs médecins sont considérablement mal informés, mal formés tout simplement, et qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour administrer les bons médicaments et les bons antibiotiques à tel ou tel patient, et que dès le tout début de leur stage, ils étaient en proie à des pressions avec les internes à cause des visiteurs médicaux qui les incitaient à faire la promotion de leurs produits. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Déjà que choisir, ils ont un peu de retard, parce que ça fait une bonne dizaine d'années que tout le monde est au courant. Et il y a les preuves vraiment qui s'étalent partout sur le fait que les universités sont sponsorisées par les labos, on le sait depuis très longtemps. Et effectivement, c'est une façon de leur enseigner tout de suite ce qu'ils doivent savoir. L'autre dérive qui est, à mon avis, vraiment grave, c'est qu'on n'enseigne plus aux étudiants en médecine à faire un diagnostic et à regarder les malades comme des individualités et voir qu'est-ce qui cloche chez tel malade et qu'est-ce qui cloche dans celui-là. Maintenant, on fabrique des représentants de commerce. C'est-à-dire, vous le voyez maintenant, d'ailleurs, les 3/4 du temps, à moins d'avoir un médecin qui est là depuis longtemps et qui a une autre éthique, vous avez mal à la tête, on vous donne tel médicament, vous avez mal aux pieds, on vous donne tel médicament. C'est à peine si le médecin vous ausculte et regarde ce que vous avez et si éventuellement vous n'avez pas quelque chose de différent du voisin. Donc ce sont des représentants de commerce qui sont formés comme ça. C'est-à-dire on ne leur dit plus de faire un diagnostic et de regarder un malade, on leur dit s'il a mal aux pieds, tu prescris ça, s'il a mal à la tête, tu prescris ça, etc. Et donc, mais quelque part, si deux médicaments sont presque équivalents ou équivalents, et que deux représentants commerciaux essaient de faire la promotion de leurs produits. C'est simplement le commerce, le libre commerce. Si le médecin est achetable, c'est celui qui donne
le plus grand bonus. Pourquoi vous croyez qu'ils vont faire des séminaires à Hawaï Mais ce que dit Pourquoi ils vont Élise, pas à ce que dit Élise, Berck-sur-Plage c'est que ce sont des groupes pharmaceutiques qui font pression sur Oui. les étudiants de manière commerciale. Bon, on ne va pas refaire le monde, voilà, c'est de manière commerciale, pas pour ça qu'il y a un complot. Ah non, mais moi, j'ai jamais dit que le complot était là. Je veux dire, c'est que des industries veuillent faire un maximum de bénéfices, mais c'est vachement bien, c'est même pour ça qu'ils sont là. Le problème, c'est quand ils le font sur le dos des gens qui vont perdre leurs enfants ou leurs parents ou eux-mêmes vont mourir des suites de cancer parce que la pub est mensongère. On vient de le voir sur le Mediator, on l'a vu sur le Vioxx, on l'a vu sur le Diantalvic, on le voit sans arrêt, le Distilben, sans arrêt. Les agences de santé ferment leur bouche et disent « Ok, tel médicament est homologué, vous pouvez le donner ». Et 7-8 ans après, on dit « Oups, là, il y a eu vraiment trop de gens qui sont morts ou qui sont malades, donc on le retire ». Mais le labo qui, lui, a fait les analyses au départ, il sait bien quel est le pourcentage de gens qui risquent d'être malades. Donc c'est bien d'acheter les instances de santé et d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, mais après, il ne faut pas venir dire, comme le Mediator, que c'est un accident. C'est pas un accident. De toute façon, quand un système n'est pas libre, c'est Napoléon qui disait, je sais plus comment il disait, on ne mord pas à la main qui vous nourrit. Ou la main qui donne, je crois qu'il disait, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Bien évidemment, quand on sait que l'agence de santé en France est sponsorisée à 83% par les laboratoires et que les 3/4 des experts qui y siègent sont achetés, alors évidemment, ils sont achetés. On ne peut pas dire qu'ils sont achetés comme ça, mais il y a des colloques qui sont dans des endroits extraordinaires. Il y a des dons qui sont faits à leur laboratoire pour qu'ils puissent s'acheter du matériel. Il y en a même qui disent « moi, je ne reçois rien des labos », mais qui ont une société de loi 1901 qui reçoit de l'argent des labos. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une société de loi 1901. Donc en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la santé du peuple, tout simplement, est aux mains de gens qui négocient leur voyage aux Maldives. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est très vaste. Pourquoi les 3/4 des médias mainstream se taisent? Parce que beaucoup de journalistes, par exemple, font des piges pour les labos. C'est-à-dire quand les labos sortent un nouveau médicament, ils vont faire pondre un papier avec toutes les données qu'ils veulent que les gens reçoivent. Ils vont faire pondre ça par un journaliste et ils le font signer par un grand ponte parce que quand un grand ponte signe et dit au bas d'un document que ce médicament est bon, ça incite tous les médecins prescripteurs à prescrire ce médicament. Mais ce n'est pas parfaitement exact, parce que vous disiez tout à l'heure que les universités sont financées par les labos, mais il y a beaucoup d'universités qui mettent en place des formations pour leurs étudiants, notamment pour lutter contre les conflits d'intérêts. Donc ils ont conscience de cette réalité-là, ils essaient de la contrarier. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, je crois. Ah bah peut-être, je ne sais pas. Enfin, ce que je sais, c'est que l'industrie balance par la fenêtre 57 milliards de dollars par an pour influencer les top docteurs. Donc je ne pense pas que ce soit des humanistes au point de balancer 57 milliards de dollars par la fenêtre si ça leur servait à rien. Bon, alors là, au final, on parle d'arrangements entre personnes plus ou moins bien placées, etc. Mais au final, tout à l'heure, vous avez parlé des lobbies. Mais les lobbies, finalement, ça existe vraiment? Ou c'est un peu un mythe, un peu comme le complotisme? Allez à Bruxelles, enfin, je veux dire, vous allez dans les couloirs du Parlement européen, il y a 3 fois plus de lobbyistes que de députés. Donc là, c'est pareil. Je suppose que s'ils payent autant de gens pour aller influencer les députés, c'est que ça sert à quelque chose. Que ça fonctionne, c'est ça que vous sous-entendez? Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui ont l'habitude de dépenser de l'argent là où ça sert pas. Comment vous voyez votre combat? Un combat perdu? Un combat à gagner? C'est un combat difficile que vous menez. Je pense que... je dis notre combat, je vais expliquer pourquoi. Je pense que le combat, il faut le mener et je pense que le complot, il existe. Alors bien sûr, on a beaucoup galvaudé le mot complot et surtout, je pense que c'est une des dernières défenses de ces gens-là, de dire, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, oups, on est des complotistes et des conspirationnistes. Mais en fait, je vois quand... par exemple, vous connaissez Marion Sigaud, nous avons reçu sur que vous avez reçu, Pierre Hillard, enfin des tas de gens Étienne Chouard, on enquête sur des domaines qui sont totalement opposés les uns des autres. Et quand on se rend compte que c'est le même plan, la même façon de procéder dans tous les domaines.
Donc, voilà ce que j'appelle un complot. Ça veut dire que c'est simplement des gens, une minorité de gens qui sont d'accord pour que le monde pour que leurs industries fassent un maximum de profit. Et jusque-là, encore une fois, je ne suis pas contre. Je suis contre quand ça met la santé des gens que j'aime en danger. C'est un monde de cobayes. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ce ne sera pas une conclusion très réjouissante, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Claire Sévrac. De rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Claire. À bientôt.